professeur Kébé. Tout à fait. Merci beaucoup. Après la rigueur de la science, nous allons plonger dans la douceur du roman pour vous inviter à une évasion extraordinaire. Oui, aussi avec vous, nous allons essayer de voir comment réussir une dissertation, précisément avec le roman. Tout à fait. C'est une gageure que de vouloir en 15 minutes faire la relation entre la dissertation et le roman. Donc, en style télégraphique, on va essayer de donner l'essentiel. Notre volonté n'est pas de faire le tour de la question, mais uniquement de susciter la curiosité des élèves pour qu'ils puissent avoir quelque chose à mettre sous la dent ces 3 semaines-là. Sur les recherches. Mais naturellement, parce que la découverte est importante dans le processus d'apprentissage. Le sujet, si on peut le projeter, je crois que le support, c'est quoi? Je vais le lire le temps qu'on le projette. D'accord. Selon Christine Orban, commencer un roman, c'est prendre congé de la vie réelle. Dans un développement ordonné, montrer d'abord que le roman est souvent une fiction qui favorise l'évasion, ensuite qu'il peut apparaître parfois comme un miroir social, enfin que le réel et la fiction peuvent s'unir harmonieusement dans l'univers romanesque. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans le genre romanesque. En terminale, il y a 3 genres qui sont inscrits au programme. Il y a la poésie, le roman et le théâtre. Malheureusement, le théâtre, depuis très longtemps, était considéré comme le parent pauvre. L'année dernière, il est à saluer que le théâtre a été proposé au baccalauréat et grande a été la surprise de tous ces farceurs-là qu'il avait relégués au second plan. J'en étais très satisfait. Maintenant, pour ce qui est du roman, vous savez, pour chaque genre, il y a une définition qui met en lumière sa caractéristique dominante. La poésie, souvent, on dit que c'est un art du langage. Donc, c'est la fonction esthétique qui est souvent mise en avant. Pour ce qui est du théâtre, on a l'habitude de nous dire que c'est une imitation de la vie. Donc, c'est un miroir social, un art réaliste. Mais pour ce qui est du roman, on a tendance à le définir comme étant une œuvre de fiction qui met en scène des personnages, c'est-à-dire des êtres de papier inventés de toutes pièces, évoluant dans un cadre spatio-temporel avec des aventures extraordinaires. Donc, c'est la fictivité qui est mise en avant dans le genre romanesque, même si le roman ne se réduit pas à la fiction. Mais ça semble être sa caractéristique dominante. Ça part du réel. Naturellement, ça part du réel. Mais le roman a eu des fortunes diverses, suivant les siècles, suivant les continents et suivant même les langues. Parce que depuis très longtemps, le roman a été, pendant longtemps, pour être très précis, a été un genre mineur. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle, avec Balzac, qui lui a donné une fonction sociale, humanitaire, que le roman a été considéré comme un genre dominant, un genre populaire, un genre qui entre en parfaite cohérence avec les préoccupations des lecteurs. Maintenant, la fictivité du roman, contrairement au conte, c'est une fictivité qui est cachée la plupart du temps. Alors que dans le conte, la fictivité est avouée. Je parle sous le contrôle de Dr Massamba. Léeboon, lippoon, amoon na fi daana am, ba mu amee yéen a fekkee, waxi tey jarta gëm. C'est un avertissement. ñu ne say wax a ci raw. Alors que dans le roman, il y a la vraisemblance. C'est pourquoi la difficulté de certains élèves à étudier le roman dans sa globalité réside quand on leur demande de faire le lien entre la fiction et la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui je mettrai l'accent sur cet aspect-là. Pour ce qui est de la dissertation également, quand on vous donne ce genre de sujet-là, ce qu'on attend de l'élève, c'est qu'il fasse preuve d'originalité. Aujourd'hui, les consignes, on les a profondément changées. C'est ce qu'on appelle consignes améliorées et que moi j'appelle consignes éclatées ou consignes dirigées. D'abord, ensuite, enfin. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles consignes du français, on veut que le sujet de français puisse être compris à la première lecture. Les premiers sujets avaient été considérés comme étant des sujets de devinette. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Bon, c'est un débat. Donc, ça demande beaucoup plus de précision. Beaucoup plus de précision parce que qu'est-ce qu'on veut évaluer chez l'élève? Est-ce que ses compétences ou sa capacité à jouer au magicien? Je crois que c'est la première éventualité. Donc, selon Christine Orban, commencer un roman, c'est prendre congé de la vie réelle.
Quand on prend congé de la vie réelle, on est dans l'évasion. Donc, dans ce genre de dissertation-là, au niveau de l'introduction, ce qu'on attend de l'élève, c'est qu'il puisse, dans la première étape, accrocher le correcteur. J'aime bien le terme accroche, parce que la première étape, on l'appelle amener le sujet, amorce, phrase d'appel, entrée en matière. Mais moi, la formulation qui m'accroche le plus, c'est l'accroche. Donc, il faut accrocher le lecteur, pas par des phrases, pas partout, des clichés, des sortes de dissertations camisole, mais que l'élève fasse preuve d'originalité en accrochant sur 3, 4 ou 5 lignes le lecteur. Que le lecteur ait envie de continuer, en fait. Mais tout à fait, parce que si dès les premières lignes d'une introduction, les fautes foisonnent, mais à quoi bon continuer? Et c'est la première impression souvent du lecteur qui risque de commander la suite de la lecture. Donc, il faut que cette étape-là soit extrêmement importante. Encore qu'aujourd'hui, ça semble être la seule étape difficile. Parce qu'on donne le plan à l'élève. D'abord, ensuite, enfin. Donc, il faut qu'il réussisse cette première étape. Maintenant que l'élève ne commette jamais l'erreur, arriver au niveau du plan, de le reprendre textuellement. N'en déplaise à certains qui disent que puisque le plan est donné à l'élève, il peut le reprendre textuellement. Il n'aura aucun mérite parce qu'il ne va pas convaincre le correcteur. Maintenant, pour ce qui est des romans, ce sujet-là, dans la thèse, on demande à l'élève de montrer en quoi le roman relève de la fiction et comment cette fiction-là peut amener quelqu'un vers l'évasion. Si vous avez bien regardé, on a dû prendre congé de la vie réelle, mais dans la consigne, on a été plus clair en montrant que c'est une fiction qui favorise l'évasion. L'évasion, ça vient du verbe s'évader. On s'évade souvent de prison. On considère que le monde dans lequel vous et moi, nous évoluons, n'est pas très loin d'un univers carcéral. Il y a la peur, il y a l'injustice, il y a coronavirus qui hante le sommeil des Sénégalais. Le temps d'une lecture, on est accaparé par la beauté de la fiction, la beauté de l'histoire qui nous fait voyager dans un autre monde. C'est créer un propre monde autre que la réalité. Mais oui, c'est un monde de fiction. C'est un monde qui nous fait voyager, qui nous projette, qui nous déconnecte des pesanteurs de la vie. Mais dans un sujet comme ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui des romans qu'on peut utiliser voilà, pour illustrer? Si un élève, par exemple, de terminale aujourd'hui qui est en face de ce sujet, est-ce qu'il y a des romans prioritairement qu'il peut Mais peut tout utiliser? à fait. C'est à ce niveau, M. Gueye, que tous les collègues qui négligent la typologie du roman font erreur. Les types de romans. Il y a les romans de science-fiction, il y a les romans fantastiques, les romans d'amour, les romans historiques, les romans policiers. Ces types de romans-là, en les lisant, soit la trame narrative, soit le cadre spatio-temporel, nous éloignent des tracasseries de la vie quotidienne. Par exemple, quand je prends le roman du français Pierre Boulle, Boulle, B-O-U-2-L-E, 2-L-E, Le monde des singes. C'est un roman de science-fiction dans lequel l'auteur imagine un monde dans lequel les singes sont les êtres qui dominent. Ils sont intelligents, là où l'homme est réduit à l'état animal. Mais le temps de lire ce roman-là, on ne peut pas penser à nos réels. Rien dans ce roman ne nous renvoie la hantise du coronavirus. On est en train de voyager, etc., etc. Donc le roman nous déconnecte à travers un changement de localité, parce que lire, c'est voyager. Mais le roman également peut favoriser l'évasion parce qu'il favorise un changement d'identité. Quand je lis un roman, j'ai tendance à me mettre dans la peau de certains personnages qui m'auront séduit par leurs qualités humaines, mais également les belles aventures qu'ils vivent. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que l'élève doit dire dans le devoir. Mais tout à fait. Okay, tout parce à que fait. moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce que l'élève doit dire dans ce cas-là? Quels sont les romans qu'il doit utiliser? Je pense qu'il est dans la partie thèse, en fait. Je suis dans la partie thèse. Oui. Je suis dans la partie thèse où il est question de montrer que le roman, en tant qu'œuvre de fiction, peut favoriser l'évasion, le rêve, la distraction. Okay. Formidable. Donc il peut prendre ce roman-là comme exemple. Très bien. Okay, voilà le roman qu'il faut lire. Un excellent roman, passionnant, affriolant et qui nous éloigne très loin. Donc, à côté des romans de science-fiction, il y a également les romans fantastiques. Parce que le roman fantastique est un roman qui nous présente
des êtres et des événements impossibles dans la réalité. Le roman le plus célèbre, ou les romans les plus célèbres, nous viennent de Joanne Rowling, dont le héros, Harry Potter, est un apprenti sorcier évoluant dans un monde où règne la sorcellerie et la magie. Et souvent en France, quand ce type de roman-là est adapté en film, mais souvent ce sont des records. Les salles affichent pleines avant même que les premières ne soient faites. Vous voulez me dire qu'un élève de terminale peut utiliser Harry Potter dans une dissertation? Mais tout à fait. Ça dépend de la manière dont il l'exploite. C'est un roman fantastique qui nous éloigne, qui nous déconnecte. Le roman... En tout cas, J.K. Rowling est très adoré des jeunes. En tout cas, c'est la remarque qui est faite. La question pertinente qu'il faut se poser, pourquoi ce roman-là est très adoré des jeunes? Parce qu'ils s'identifient à Harry Potter. Ils arrivent à se créer leur propre monde, en fait. Tout à fait, Ils ont toutes les possibilités de réaliser certaines choses qui sont quand même impossibles dans la vraie vie, dans la vie réelle. Tout à fait, tout à fait. Donc, le roman fonctionne comme ça. Et beaucoup de spécialistes sont convaincus que la première motivation de quelqu'un qui se dirige vers un rayon de bibliothèque pour prendre un livre, c'est pour chercher des moments d'évasion. Je suis seul à la maison, la solitude est en train de m'angoisser, je lis un roman. Maintenant, les autres motivations peuvent venir après. Mais à la première lecture, ce que je cherche, c'est pour meubler le temps. Quelle est la place des citations dans tout ça? Mais les citations sont excellentes. Parce qu'une dissertation qui se bornerait simplement à parler des fonctions du roman sans les étayer par des exemples précis ou par des citations serait rangée dans la rubrique des affirmations gratuites. Massamba Gueye est le meilleur conteur du Sénégal, car, j'argumente, comme disait, il faut que Julius, etc., etc. Quels sont les livres qu'il a publiés? Quels sont les spectacles de qualité qu'il a eu à produire, etc., etc. Donc, ici, l'élève va essayer de montrer que... Il faut avoir des éléments qui corroborent les propos. Mais tout à fait. Le développement, en fait. Une argumentation en dissertation ne peut être valable que lorsqu'elle s'appuie sur des exemples précis. Même quand vous donnez une citation en disant « comme disait l'autre », ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas aller en prison ou bien au tribunal le jour d'un procès dire que, comme disait l'autre, c'est toi qui m'avais frappé. Ça, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un témoin. Comme disait Damsek, inspecteur de tel, il peut en témoigner. Ou bien attribuer des citations à des auteurs, des citations qui ne leur sont pas propres. Là, ce sont des manquements graves. Et aujourd'hui, avec le numérique, vous le faites au bac, le professeur, il a son téléphone, il met les 3 premiers mots, il clique. Là, donc, il ne faut pas toujours mettre tout le temps Catherine Vidrovitch a dit tel, tout le temps, Il faut changer et être précis. Et cela, Astombed, ce qui l'explique un peu, c'est que certains théoriciens du roman ont la ferme conviction que l'art du roman, c'est de savoir mentir. Je suis en train de citer Louis Aragon. Et je crois que même Claude Roy n'est pas très loin de cette idée. Pour lui, le romancier a beaucoup de droits, dont celui de mentir pour mieux dire la vérité. Donc, on a théorisé la notion de mentir vrai. Et j'aurais besoin de cette notion-là pour parler de la troisième partie. Donc, vous comprendrez que je vais directement, sans transition, aller à la deuxième partie qui porte sur la fonction engagée du roman. Et ici, on nous dit que, dans la deuxième partie, que le roman peut être un miroir social. Le roman est devenu un miroir social quand les romanciers ont compris qu'ils ont une mission humanitaire, une mission civilisatrice, une mission sacerdotale à assumer dans la société. Et ils ont commencé à faire du roman une sorte de miroir reflétant tout ce qui se passe dans la société. Et je crois que Stendhal... Principalement les mots. Oui, les mots. M-A-U-X. M-A-U-X, bien sûr. De la société. Et non M-O-T-S. Oui, parce que Stendhal le disait à qui voulait l'entendre dans Le Rouge et le Noir. Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. On a tendance à déformer la citation en disant que l'eau promène. C'est beau, mais c'est faux. Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Point. Tantôt, il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Autrement dit, le roman est par excellence un art réaliste. L'azur des cieux symbolise la beauté de la vie, les côtés les plus acceptables, le politiquement correct.
pour parler avec l'air du temps. Alors que la fange des bourbiers de la route, ce sont les laideurs de la vie. Donc le romancier se veut objectif. Parce que le miroir, on ne peut pas compter sur lui pour nous donner un meilleur visage, un visage plus reluisant. Il ne reflète que la réalité. Excuse-moi, désolé. Est-ce que dans le programme, on a des romans qu'on oui. pourrait utiliser dans le cadre de cette dissertation-là pour montrer... Mais tout à fait, Massamba. En classe de terminale, ils ont les soleils des indépendances de Ahmadou Kourouma. Encore que la classe de terminale est une classe de révision. Ils peuvent convoquer tout ce qu'ils ont lu de la 6e à la terminale. Mais ils ont parfois une naïveté un peu candide, pensant qu'il faut se limiter aux œuvres inscrites au programme. Alors qu'au baccalauréat, souvent, on récompense ce qu'on appelle la copie originale. L'élève qui aura fait preuve de plus de liberté, qui a oublié un peu l'ombre du maître et qui a fait ses propres lectures et qui a produit une excellente dissertation. Donc, Les Soleils des indépendances d'Ahmadou Kourouma est un roman réaliste. Maria Maba, avec une seule longue lettre, c'est un roman réaliste parce que la thématique abordée n'a pas été inventée de toutes pièces. La polygamie, la croyance au caste, les gaspillages. Maria Maba n'a rien inventé. Quand vous prenez Les Soleils des indépendances, la trame narrative tourne autour de quoi? Après les indépendances, la puissance coloniale a été remplacée par de nouvelles dictatures marquées par le népotisme et le despotisme. C'est ce désenchantement qu'Ahmadou Kourouma essaye de dénoncer. Sous ce rapport-là, ce roman reste réaliste. Donc il peut prendre tous ces romans-là, essayer de sortir ce qu'il y a de plus illustratif, de façon très originale, sans raconter. Oui, c'est le cas de Ramatoulaye dans Une si longue lettre, une femme tellement belle, tellement brave, qui... Non, vous donnez l'essentiel. Si vous le faites, le prof, il barre en vous disant ne racontez pas. Donc ils peuvent, dans la fonction engagée du roman, convoquer des auteurs connus, mais également faire ce qu'on appelle la littérature monde. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir, même pour le concours général, pour avoir un prix, il y a ce qu'on appelle la littérature monde. Convoquer les auteurs anglais, français, américains, japonais, dont les œuvres sont traduites en français. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas de fortes chances pour avoir... C'est une preuve de l'ouverture d'esprit de l'élève. Ah mais oui, aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut pas permettre à l'élève de ne pas avoir cette possibilité. Vous restez chez vous, c'est la génération du clic ou du clac, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Donc, vous pouvez tout avoir. Maintenant, il faut les initier à la recherche. Donc, sous ce rapport-là, le roman est engagé. Et je crois que dans la préface à Pierre et Jean, Guy de Maupassant a été très clair. Le but du romancier n'est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et caché des événements. Parce que la réalité est tellement proche de nous, à Soumbène, que nous avons du mal à l'appréhender dans sa globalité. Maintenant, par la médiation du roman qui fait un focus, parce que le romancier également, c'est sous ce rapport-là que son objectivité est douteuse. Maria Maba, tantôt j'ai dit qu'Une si longue lettre est un roman réaliste, mais c'est un réalisme sélectif. Elle a sublimé à l'extrême le personnage de Ramatoulaye et diabolisé à l'extrême le personnage de Modou Fall, comme pour dire aux jeunes femmes, si vous voulez avoir le salut, évitez la polygamie. Vous conviendrez avec moi que tous les ménages polygames n'ont pas connu un échec, n'ont pas été carabinés. Donc c'est ça, parce que derrière toute ambition d'écriture, il y a une volonté, avouée ou inavouée. Derrière tout projet d'écriture, le romancier a son projet. Donc le roman engagé, souvent, c'est pour dénoncer une injustice qui peut être sociale, politique, économique, philosophique ou culturelle. Donc, dans cette deuxième partie-là, on invite les élèves à mettre l'accent sur cette fonction de roman comme miroir. Et au baccalauréat, pour la typologie des romans, l'élève a besoin de savoir quels sont les types de romans sur lesquels je peux me fonder pour illustrer. Il y a le roman réaliste, il y a même les romans historiques, parce que le roman historique est un roman qui tente de recréer une atmosphère révolue. Imaginez aujourd'hui un roman qui nous parle des temps de Lat Dior. Il y aura des personnages historiques qui vont cohabiter nécessairement avec des personnages fictifs. Voilà. Donc, pour ce qui est de la fonction engagée, comme le temps qui nous est imparti va bientôt s'écouler, c'est tout ce que je pouvais dire. Maintenant, il nous reste la partie la plus
affriolante, mais la plus redoutée des élèves, c'est-à-dire la synthèse. Pendant très longtemps, on nous avait habitués à des dissertations où l'élève avait la possibilité de faire une synthèse qui n'en était pas une. C'est-à-dire, on fait une thèse, première sous-partie, deuxième sous-partie. Antithèse, première sous-partie, deuxième sous-partie. Synthèse, on fait 7 lignes. J'ai toujours barré en disant que les parties sont déséquilibrées. Aujourd'hui, pour corriger cette imperfection, on dit d'abord, ensuite, enfin. Maintenant, comment l'élève va faire dans les œuvres inscrites au programme pour montrer que ce roman réputé ou considéré comme étant réaliste, il y a une dose de fiction. Le réalisme absolu n'est qu'une utopie. Parce que l'œil du romancier ne peut pas avoir l'objectivité de l'œil de la caméra. Parce que celui qui écrit un roman, c'est un être de chair et d'os. Quoi qu'il fasse, la subjectivité intervient. Il y a son environnement qui joue, il y a son expérience personnelle qui joue, il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Et parfois, la fiction aide la réalité à être plus plausible. Si vous prenez le roman de Cheikh Aliou Ndao, Mbam dictateur, mais tout le monde sait que l'histoire se déroule dans un pays africain où les populations, fatiguées d'avoir un président de la République capricieux, s'en étaient ouverts au pouvoir occulte des ancêtres qui avaient métamorphosé le président de la République en âne. Pourtant, il s'est inspiré d'une réalité, c'est-à-dire les dictatures naissantes en Afrique. Et qui a eu la malchance de tomber dans une famille lawlé. Tout à fait. Mais tout le monde sait qu'on n'a jamais vu en Afrique un président de la République transformé en âne. Donc ici, c'est un bel exemple pour montrer que la fiction a été mise au service de la réalité. Pour mieux dénoncer les dictatures naissantes, il a usé d'une fiction. Et là, il a beaucoup plus de liberté de ton. Mais tout à fait. Même quand vous prenez Les Soleils des Indépendances, je voulais tout à l'heure dire que c'est un roman réaliste. Mais pour échapper à la censure et autres là, on nous parle d'un espace, le Orodougou. Prenez la carte de l'Afrique, regardez si vous verrez le Orodougou. Ça a été inventé de toutes pièces. Voilà en style télégraphique ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et nous sommes loin de terminer le sujet, mais l'essentiel était de susciter la curiosité de donner des les élèves. grandes lignes, mais aussi peut-être pousser les enfants, parce que tout ce que vous venez de dire, ça demande une certaine culture de la lecture. Tout à fait, parce que quand même, tout à si on fait. n'a pas un bagage intellectuel, si on n'a pas cette culture générale, il sera, professeur Massamba, impossible de faire un texte correct, bien illustré et bien organisé, bien structuré. Mais je pense que le modèle qu'il a présenté, c'est le modèle que l'élève doit prendre. Il parle, il cite des romans, il donne des arguments, il part en France, il revient ici. L'élève doit voir dans ce qu'il est en train de dire la mobilité de l'argumentaire, mais une cohérence aussi qui fonde une mobilité, mais avec une profondeur. Et surtout, dernier mot, il faut que les élèves fassent des va-et-vient entre la littérature africaine et la littérature française. Je ne peux pas concevoir qu'un élève me fasse une dissertation du début à la fin sans me parler de la littérature africaine. Il faut lui dire quoi, élève? Ça, l'élève est en face de toi, là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdoul Aziz Kébé, professeur de lettres modernes. Merci pour ces moments que vous avez partagés avec nous autour de la dissertation, autour du roman. Merci beaucoup à